RRB, l'invité du matin. Et on passe à notre invité du matin. Bonjour Elisabeth Noir. Bonjour Nicolas. On va revenir ce matin encore sur la gestion de la crise sanitaire puisque vous recevez le président du gouvernement Louis Mapou. Notre invité du matin, ça a fait le président du gouvernement Louis Mapou. Bonjour. Bonjour Elisabeth Noir. Merci d'accepter notre invitation pour faire le point bien sûr sur cette crise sanitaire. On a passé hier la barre des 150 morts. C'est déjà un bilan terrible. Est-ce que ce matin vous pensez qu'on va vers une amélioration de la situation ou est-ce qu'on va devoir continuer à compter les morts ? Non, on va continuer à compter les morts, Madame Noir. Je suis au regret de le dire. C'est une épidémie qui est dure. C'est un virus qui est méchant, si je peux dire les choses de façon triviale. Et nous avons une situation sanitaire pour un certain nombre, d'une certaine catégorie de notre population qui fait que nous allons devoir encore pleurer nos morts pour un bout de temps. Mais pour autant, la situation et le dispositif que les gouvernements précédents et le 17e gouvernement a consolidé me permettent de dire aujourd'hui que c'est d'une certaine manière sous contrôle. Vendredi, avec le haut-commissaire, vous avez annoncé un prolongement de 2 semaines du confinement, avec la possibilité d'un allègement au 11 octobre. Qu'est-ce qui décidera de cet éventuel assouplissement dans une semaine ? Alors, il y a 3 indicateurs qui sont aujourd'hui surveillés de près dans cette crise dans tous les pays du monde. Le premier, c'est bien sûr le niveau de diffusion ou de propagation du virus, et c'est le taux d'incidence. Ce taux d'incidence aujourd'hui, hier, il était encore de 560 à peu près. C'est un niveau qui reste très élevé par rapport à la norme, puisqu'il est acquis que c'est entre 150 et 200 qu'on peut considérer que le taux de diffusion du virus a atteint un niveau raisonnable. Raisonnable au regard de quoi ? Raisonnable au regard de la capacité, c'est l'autre indicateur, de la capacité de notre système hospitalier à encaisser l'arrivée massive de personnes en difficulté qui ont besoin d'être en réanimation. Et sur ce deuxième indicateur, qui est le plus alarmant aujourd'hui, mais qui, d'une certaine manière, trouve un certain plateau. Nous sommes encore à 54, 55, 56 personnes qui sont en réanimation. Il nous faut descendre à un niveau de saturation qui est entre 20 et 40. C'est la norme, j'ai envie de dire, dans la surveillance de l'épidémie. Le troisième, bien sûr, c'est la vaccination. Et là, on en est où dans le taux de vaccination ? Le taux de vaccination, lorsqu'on regarde la population vaccinable, les premières doses, on est pratiquement à 60 et quelques, 67% des premières doses. Et pourquoi on parle de premières doses ? On parle de premières doses parce que ça nous dit un petit peu la trajectoire sur laquelle on est. Et 67%, on est plutôt bon, j'ai envie de dire, depuis le 6 septembre que le variant est arrivé. Et on parle de population vaccinable parce que c'est cette population-là qu'on peut vacciner. Ce sont les plus de 12 ans. Mais c'est vrai que pour l'immunité générale de la population, on parle aussi de la population totale, ce qui nous place à 52, 53, 54%. Donc le taux de vaccination est encore en dessous. Notre objectif, c'est d'arriver à un taux de vaccination de la population vaccinable aux environs de 85% au début novembre. C'est énorme, c'est énorme. C'est 45 000 personnes qu'il faut aller chercher. Mais quand je m'aperçois que depuis le 6 septembre, on a été chercher plus de 65 000 personnes qui se sont vaccinées, je me dis, si la Nouvelle-Calédonie veut s'en sortir et que tout le monde a la volonté de faire l'effort nécessaire, j'ai envie de dire le coup de rein dont on a besoin, on peut y arriver. Et de toute façon, c'est le prix à payer qu'on sorte de la crise. Avec le recul, les campagnes de vaccination, est-ce qu'elles n'ont pas pris trop de retard ? Est-ce qu'il n'y a pas eu assez d'incitation avant que le virus n'arrive, quoi. Mais vous savez, la Nouvelle-Calédonie, elle est ainsi. Tant qu'elle n'est pas au pied du mur, elle ne bougera pas. Et tant qu'on n'a pas quelqu'un au niveau de la famille qui a été touché sévèrement, les gens sont incrédules. Et donc, depuis le début de l'année, il y a un plan de vaccination, il y a une incitation à la vaccination qui a été proposée et promue par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Les gens n'ont pas
jugé à ce moment-là qu'il fallait y aller, on s'aperçoit que c'est depuis que le virus est là que les gens se précipitent. Et c'est très bien, mais tant pis pour nous. Hein, il fallait le faire avant. Je suis sûr que les 150 morts, si les gens avaient eu au moins les 2 doses de la vaccination, hein, on aurait pu s'en sortir peut-être mieux. Alors on note aussi une fracture ethnique. C'est vous qui avez rendu les chiffres publics vendredi. Parmi les décès, 56% de Mélanésiens. Ça veut dire qu'il y a eu plus de réticence chez les coutumiers ou dans la population mélanésienne à se faire vacciner. Voilà. Alors je ne veux pas qu'on se méprenne sur ma décision de faire état, hein, de l'appartenance des victimes. Aujourd'hui, le fait est, hein, que ceux qui sont les plus touchés, en tout cas ceux qui sont les décédés, et beaucoup de ceux qui sont aujourd'hui en hôpital et en hospital, hein, ce sont des gens qui sont issus des Kanaks, et il y a beaucoup de gens de la communauté wallisienne et futunienne. C'est une manière de dire, hein, que personne n'est à l'abri, et surtout ceux qui sont en situation sanitaire difficile, et en l'occurrence, les chiffres sur l'état de santé de la population de la Nouvelle-Calédonie le montrent, hein, ce sont ces 2 communautés qui sont les plus en difficulté. Qui ont des taux de comorbidité plus importants. Avec des taux de comorbidité, on connaît le diabète, on connaît les problèmes de tension, de ça n'importe qui, hein, dans sa famille, dans son clan, dans sa tribu le sait. Et ce qu'on demande, c'est que les gens fassent le nécessaire pour aller se faire vacciner. Oui. Alors vous avez donc décidé de prolonger ce confinement strict de 2 semaines, avec encore une fois peut-être un allègement dans 8 jours. On vous demande en revanche de lever certaines interdictions, notamment d'ouvrir les marchés pour permettre aux maraîchers d'écouler leurs produits, de permettre la pêche ou la chasse de subsistance qui sont nécessaires pour beaucoup de gens. C'est notamment la présidente de la province sud, hein, qui vous a écrit pour vous le demander. Pourquoi est-ce que c'est pas possible? Est-ce que ça permettrait pas une petite bouffée d'air pur dans le tissu économique? Il y a 2 choses que je voudrais dire. Un, ce sont des discussions que nous avons eues à l'intérieur des instances dédiées. Hein, je ne pensais pas qu'on allait en faire l'état. Hein, publiquement, c'est un fait. La deuxième chose, c'est que je constate que durant les 2 premiers confinements, on a respecté pratiquement le 1 mois de confinement. Hein, pourquoi aujourd'hui que le virus circule avec l'impact que ça a, on déciderait tout d'un coup, en 1 mois, hein, de lever. Non, ce qu'on en dit simplement, c'est il ne faut pas donner un signe à la population que nous sommes déjà sur autre chose. Il faut rester ferme sur cette question-là, mais vous avez bien entendu, nous avons décidé de concevoir les 15 jours supplémentaires, hein, ce qui est un bon signe dans le contexte de la crise que nous vivons. De concevoir 2 phases. La première phase, c'est de rester sur un confinement strict, mais malgré tout, le gouvernement a décidé d'ouvrir, de donner la possibilité à la Chambre de l'agriculture et aux acteurs du monde agricole de pouvoir organiser des choses à partir du 9. Parce que si on ne fait pas le 9, ils auraient dû attendre le 11 si les choses s'amélioraient. Par contre, pour ce qui concerne ce qu'on pourrait appeler l'activité vivrière, hein, on en est resté à ceux qui avaient eu cours durant les 2 premiers confinements, parce qu'il y a une forme de tolérance. Mais si vous ouvrez la chasse et la pêche aujourd'hui, hein, quid, hein, du comportement de ceux qui considéreraient qu'ils peuvent se livrer à des activités de loisirs tout d'un coup. C'est ça la difficulté. C'est pour ça qu'on est resté sur ce qui avait été décidé, en se disant que les gens sont capables de le comprendre eux-mêmes. Certains commerces aussi voudraient ouvrir ce qu'on appelle les non-essentiels, qui estiment qu'en respectant un certain nombre de jauges, de respect des gestes barrières, ils pourraient fonctionner normalement. Je sais qu'ils ont beaucoup travaillé, je sais qu'ils ont beaucoup discuté avec les membres du gouvernement en charge, hein, ils sont 3, hein, donc Thierry Santa, Christopher Gigès et Andolphe Dingoué. Ce qu'on a quand même convenu, c'est qu'on va rester encore 1 semaine, on va encore faire un effort supplémentaire. L'idée, c'est qu'on puisse consolider la tendance qu'on a déjà notée sur l'amélioration de la situation sanitaire. De la même manière, est-ce que la rentrée scolaire peut être envisageable pour le 11 octobre? Ou est-ce qu'il faut déjà oublier cette date? La rentrée scolaire peut être envisageable pour le 11 octobre, à condition que, comme le commerce, les 3 indicateurs que j'ai évoqués tout à l'heure, hein, et qui doivent être appréciés dans leur
dans la convergence à l'amélioration. Donc, nous pourrons effectivement envisager un début de rentrée scolaire. Mais vous voyez, là, on trouve une difficulté qu'il va falloir surmonter. C'est quid de la sécurité des enfants, sécurité sanitaire, je parle bien, lorsqu'ils iront à l'école. Alors, l'obligation vaccinale doit entrer en vigueur le 31 octobre pour les secteurs sensibles, 31 décembre pour l'ensemble de la population. Les gens s'interrogent sur la manière dont ça va être mis en œuvre. Est-ce qu'il va y avoir des contrôles? Est-ce qu'il va y avoir des sanctions? Est-ce qu'il va y avoir des interdictions? On est pratiquement, enfin, il y a très peu d'endroits au monde où il y a une obligation vaccinale. Il y a très peu d'endroits au monde. Je note que la métropole s'interroge sur une obligation vaccinale. Puisqu'ils nous ont interrogés sur ce qu'on a fait. On a été précurseurs, là. On sait que la Polynésie française aussi s'interroge sur cette possibilité. Oui, je comprends que ça désarçonne tout le monde, cette idée d'obligation vaccinale, compte tenu des débats qui existent en Nouvelle-Calédonie, et de cet attachement que les gens ont droit à la liberté, droit d'entreprendre, etc. Et donc, nous travaillons sérieusement pour voir quelles sont les dispositions dans le texte qui a été pris par le Congrès. Je rappelle que ce n'est pas le gouvernement qui a proposé. Ce sont les groupes au Congrès qui ont décidé de façon unanime à élargir ce que nous avions proposé qui concernait que les entrants en Nouvelle-Calédonie, à élargir l'obligation vaccinale à l'ensemble de la population avec deux échéances. La première, c'est le 31 octobre, c'est pour les secteurs qu'on appelle les secteurs sensibles, parce que il y a la situation de ceux qui sont en contact avec les transports aériens, il y a la situation de ceux qui sont en contact dans le domaine de la santé, il y a ceux qui vont être en contact dans le domaine de l'éducation. Toutes ces personnes qui ont la responsabilité du public. On ne peut pas laisser le droit individuel de chacun alors qu'ils défendent une certaine éthique de l'intérêt général. On ne peut pas laisser ces gens-là sans leur demander de faire l'effort d'aller se vacciner. Et donc on étudie dans ces conditions-là quelles seraient les mesures que nous pourrions prendre en plus pour effectivement les encourager à aller se faire vacciner. Je sais par exemple que dans le milieu éducatif, c'est presque 70% du corps enseignant qui est déjà vacciné. Je sais que par contre, tout le personnel communal est vacciné qu'à 35%. Et donc, vous voyez, on n'est pas au bout de nos difficultés, mais nous travaillons pour que les sanctions éventuelles, qui n'existent pas dans le texte actuel, puisque les seules sanctions qui sont prévues, c'est l'obligation qui est faite à l'employeur de trouver les voies et moyens pour que les gens puissent être reclassés. Mais quand vous êtes une petite entreprise ou quand vous êtes dans une PME moyenne, c'est pas toujours évident de trouver de quoi reclasser. Vous travaillez à la mise en place d'un pass sanitaire, ça va devenir une réalité? C'est un levier, ça va devenir une réalité, mais je veux que les gens comprennent bien, c'est pas contre les uns et les autres, c'est pour faciliter l'accès. Et lorsque vous faites un lien entre le pass sanitaire et le niveau de vaccination que nous avons eu, puisque nous allons être à 152, 155 000 bientôt là. Mais c'est 155 000 personnes qui auront un pass sanitaire parce qu'ils se seront fait vacciner. Vous imaginez la dynamique que ça entraîne. 155 000 personnes vaccinées qui auraient un pass sanitaire. Mais c'est la Nouvelle-Calédonie qui est en position de redémarrer une grosse partie de sa vie sociale, de sa vie culturelle, parce que le pass sanitaire ne s'adresse pas, ne traite pas tout. Le pass sanitaire ne remplace pas les protocoles. Le pass sanitaire, il va permettre aux gens de se déplacer dans certains lieux où le contact avec d'autres publics peut entraîner le départ à nouveau du virus. Alors cette crise a des conséquences humaines très lourdes, on en parlait au début de cet entretien, mais il y a aussi des conséquences économiques. À combien se chiffre cette crise sanitaire? On avait parlé de 20 milliards au début, ça semble plus 30 milliards maintenant? On a 20 milliards, ça a été le coût occasionné par la crise de 2020. Nous sommes aujourd'hui dans une crise qui est autrement beaucoup plus lourde que celle que nous avons connue. Et de plus, on a eu 2 confinements en une année, puisque
Le dernier confinement a eu lieu en mars pour 2021 et nous sommes dans le deuxième confinement. Donc, on va être au-delà du chiffre que je viens d'évoquer. Au-delà de 30 milliards. Oh, je ne sais pas, mais nous travaillons en ce moment avec les services pour approcher au plus près. On n'avait pas d'hospital dans le conflit politique. On n'avait pas un niveau de réquisition tel qu'on en a eu. On n'avait pas un port aérien tel qu'on en a eu. On n'a pas eu à pousser les murs au Ménipôle pour passer d'une capacité de 20 à presque 60, 70. Nous n'avons pas eu à solliciter les hôpitaux du Nord, etc., etc. Donc c'est toutes ces questions-là que nous sommes en train de regarder et nous reviendrons vers la population pour en parler. Et on trouve où l'argent pour financer tout ça? Nous avons des ressources internes auxquelles que nous voulons solliciter déjà pour assumer ce qui relève de notre responsabilité interne. Parce que entre nous, c'est parce que nous n'avons pas fait le nécessaire en temps voulu que nous sommes devant cette difficulté. Si nous avions fait le nécessaire, je pense qu'on aurait amoindri le besoin que nous aurions à aller chercher. Et j'avais déjà évoqué, lorsque je suis arrivé au gouvernement, la possibilité de faire un prêt relais. Contrairement à ce qui avait été préconisé par mon prédécesseur, qui lui voulait qu'on fasse un prêt pour assumer la dette que nous avions avec le RUAM. Ce que nous discutons aujourd'hui avec l'État, parce que nous en avons parlé en collégialité, c'est la possibilité de faire un nouveau prêt pour assumer la crise et nous relancer en 2022. Vous allez en discuter les modalités avec le ministre des Outre-mer qui arrive demain? Contrairement à ce que beaucoup pensent, on en discute déjà. Voilà. Donc c'est acquis, c'est décidé. Vous allez demander un prêt garanti par l'État. Ah, vous savez, il faut c'est pas gagné d'avance, parce que sur le prêt de 28 milliards, nous n'avons pas encore tenu un iota de notre engagement. Et donc, forcément, l'État et l'AFD regardent avec beaucoup d'attention ce que nous demandons. En attendant, on a vu en œuvre la solidarité nationale, comme on l'appelle. Hier encore, la réserve sanitaire a été complétée. Vous avez vous-même remercié l'État pour cette aide qu'il a apportée à la Nouvelle-Calédonie. Sans elle, sans cette aide de la France, on n'aurait pas pu faire face à cette crise? Oui, mais je conteste cette façon de regarder les choses. Il y a un besoin qui s'est exprimé, on l'a exprimé. L'État est intervenu dans tous les territoires outre-mer, dans le cadre de la tutelle qu'elle a avec sur l'ensemble des outre-mer. C'est dans ce cadre-là qu'on a sollicité, ni plus ni moins. Alors je sais bien que tout le monde veut échafauder des plans sur les débats qui vont avoir lieu sur l'avenir. Moi, c'est pas mon propos. Et c'est tout naturellement, et même, j'ai envie de dire, avec humilité, que j'ai salué le soutien de l'État. Mais je n'en demandais pas moins, entre nous. Parce que finalement, la France est généreuse. Non, nous sommes encore sous responsabilité de la France. Justement, le référendum, c'est très bientôt, le 12 décembre. Est-ce que vous pensez que les conditions sont réunies pour qu'il puisse se tenir? Je l'ai dit chez d'autres de vos confrères, la Nouvelle-Calédonie va sortir très affectée de cette crise. On essaie de s'en sortir le plus vite possible, pas parce qu'il y a le référendum, c'est parce que la Nouvelle-Calédonie a besoin de repartir. Donc, ça va être un pays meurtri. Je crois que c'est psychologiquement que l'impact va être le plus difficile à gérer. Et c'est au regard de ça que la question du référendum doit être appréciée aussi. De toute façon, c'est l'État qui doit décider de la date. C'est ce que vous attendez, notamment de la visite du ministre des Outre-mer? Moi, ce que j'ai indiqué au ministre de l'Outre-mer, c'est qu'on regarde ensemble comment on fait le parcours de ces 2 prochaines années. Parce que c'est la responsabilité qui nous incombe. Voilà. Et vous-même, à titre personnel, vous souhaitez que le référendum soit reporté ou qu'il ait lieu à la date prévue? Non, je fais le constat simplement que nous sommes encore dans la crise. Et moi, je reste très accroché à l'objectif de sortir d'une crise. Oui. Monsieur le Président du gouvernement, Louis Mapouf, merci d'avoir accepté notre invitation ce matin. Merci, Elisabeth.